incapable de dormir, assailli de mauvais rêves, un garçon du nom de Michael Hanlon se réveilla peu de temps après les premières lueurs de l'aube. Le lumière encore pâle, brouillée par une brume épaisse et basse qui se lèverait vers 8 heures comme le simple emballage d'une parfaite journée de vacances, la première complète. Mais pour l'instant, le monde était tout gris et rose, et aussi silencieux qu'un chat qui marche sur un tapis. Habillé d'un pantalon de velours côtelé, d'un t-shirt et de baskets montantes noires, Mike descendit au rez-de-chaussée, avala un bol de céréales Oasis. Il ne les aimait pas beaucoup, mais avait eu envie du cadeau dans la boîte, la note décodeur magique du Capitaine Midnight. Puis sauta sur sa bicyclette et se mit à pédaler vers la ville, roulant sur les trottoirs à cause du brouillard. Ce brouillard changeait tout, les objets les plus ordinaires, comme les bouches d'incendie et les panneaux de signalisation, prenaient une allure mystérieuse, étrange et un peu sinistre. On entendait les automobiles sans les voir, et du fait des qualités acoustiques particulières du brouillard, il était impossible de dire si elles étaient lointaines ou proches, jusqu'au moment où on les voyait en émerger, précédés du halo d'humidité fantomatique qui entourait les phares. Il tourna à droite sur Jackson Street, évitant le centre-ville, et gagna Main Street pour Palmer Lane. Passant dans cette courte rue devant le domicile qu'il occuperait plus tard, une fois adulte, sans le regarder. C'était un bâtiment simple à un étage, avec un garage et une pelouse minuscule. Après avoir pris à droite sur Main Street, il monta jusqu'à Basie Park, pour le simple plaisir de rouler et de profiter du calme du petit matin. Une fois franchi l'entrée principale du parc, il laissa la bicyclette sur sa béquille et continua à pied jusqu'au canal. Il ne se sentait encore poussé que par son simple caprice. Il ne se doutait nullement que l'itinéraire qu'il suivait avait quelque chose à voir avec les cauchemars de la nuit. Il ne se souvenait d'ailleurs plus que très vaguement de ce qu'il avait rêvé. Sinon que ces cauchemars s'étaient succédés jusqu'à ce qu'il se réveille en sueur et tremblant à 5 heures du matin, avec l'idée de prendre un petit déjeuner rapide et d'aller faire un tour en ville à bicyclette. Il fut frappé, dans le parc, par une odeur qu'il n'aimait pas dans ce brouillard, une odeur de marée ancienne et salée, une odeur qu'il connaissait déjà, car il arrivait souvent que les brouillards matinaux atterris soient chargés des effluves de l'océan, pourtant à 60 km de là. Mais ce matin-là, l'odeur avait quelque chose de plus épais, de plus présent, de dangereux presque. Quelque chose attira son regard, et il se baissa et ramassa un couteau de poche à 2 lames d'un modèle bon marché. Quelqu'un avait maladroitement gravé les initiales EC d'un côté. Mike le regarda pensivement pendant quelques instants et l'empocha. Qui trouve garde, qui perd pleure. Il regarda autour de lui, près de l'endroit où il venait de trouver le couteau. Un banc avait été renversé. Il le redressa, prenant soin de remettre les pieds de fer dans les trous qu'ils avaient creusés avec les années. Au-delà du banc, il aperçut une zone d'herbe écrasée, et partant de là, 2 sillons parallèles. L'herbe se relevait peu à peu, mais les 2 traces étaient encore très nettes et se dirigeaient vers le canal. Et il y avait du sang. L'oiseau, tu te souviens, l'oiseau, tu te souviens. Mais il ne voulait pas se souvenir de l'oiseau, et il en repoussa donc la pensée. Une bagarre de chiens, c'est tout. L'un d'eux a dû sérieusement blesser l'autre. Hypothèse convaincante qui n'arrivait cependant pas à le convaincre. La pensée de l'oiseau ne cessait de vouloir s'imposer. L'oiseau qu'il avait vu au Sassieri Kitchener, d'un genre qui ne figurait certainement pas dans le kit des oiseaux de Stan Uris. Arrête et ne reste pas ici. Mais au lieu de partir, il suivait les 2 sillons tout en imaginant une sombre histoire dans sa tête, un meurtre.
Un gosse dehors, tard le soir, après le couvre-feu. Le tueur l'attrape. Mais comment se débarrasser du corps? En le traînant jusqu'au canal, pardi, et en le jetant dedans. Comme dans un Alfred Hitchcock présente. Les traces qu'il vivait auraient très bien pu être laissées par une paire de chaussures. Les tennis, par exemple. Mike frissonna et regarda autour de lui, incertain. Il y avait quelque chose d'un peu trop réaliste dans son histoire. Et en supposant que ce n'était pas un homme, mais un monstre qui avait fait. Un monstre comme ceux des BD ou des livres d'horreur, ou des films d'horreur, ou un mauvais rêve. Un conte de fées ou un truc comme ça. Il décida que l'histoire ne lui plaisait pas, qu'elle était stupide. Il essaya de la chasser de son esprit, mais elle s'accrochait. Et alors, qu'elle reste? Elle était bête. Comme elle était bête l'idée d'aller faire un tour à bicyclette en ville, ou celle de suivre ces deux sillons d'herbe écrasés. Son père allait avoir toutes sortes de corvées à lui faire faire aujourd'hui. Il valait mieux retourner à la maison et s'y attaquer, où il se retrouverait en train de rentrer le foin dans la grange au plus chaud de l'après-midi. Ouais, il ferait mieux de repartir. C'est exactement ce qu'il allait faire. Mais au lieu de revenir à ses bicyclettes, de rentrer à la maison et de se mettre au travail, il suivit les sillons dans l'herbe. Il y avait ici et là d'autres gouttes de sang en train de sécher, mais pas beaucoup cependant, pas autant qu'à l'endroit où l'herbe était restée écrasée, près du banc renversé. Mike entendait maintenant la rumeur paisible du canal, puis il vit le rebord de béton se matérialiser dans le brouillard. Quelque chose d'autre dans l'herbe. Bonté divine, c'est mon jour pour les trouvailles, s'écria en lui son esprit avec une exultation douteuse. Une mouette cria alors au-dessus de lui, et Mike grimaça, évoquant de nouveau l'oiseau qu'il avait vu un certain jour de printemps. Quoi que ce soit dans l'herbe, je ne veux pas le savoir. Il était sincère, tout à fait sincère. Et pourtant, voici qu'il se baissait, les mains sur les genoux, pour voir ce que c'était. Un morceau de vêtement déchiré avec un peu de sang dessus. La mouette cria de nouveau. Mike contempla le haillon sanglant et se souvint de ce qui lui était arrivé au printemps. 5. Chaque année, au mois d'avril et mai, la ferme Hanlon s'éveillait de son sommeil hivernal. L'arrivée du printemps, pour Mike Hanlon, ce n'était ni les crocus sous les fenêtres de la cuisine de sa maman, ni les enfants arrivant à l'école avec des billes ou les premières rainettes, ni même l'ouverture de la saison de baseball par les sénateurs de Washington, qui en général se faisaient étriller pour l'occasion. Non, c'était seulement le jour où son père prenait sa grosse voix pour demander à Mike de l'aider à pousser leur camion bâtard hors de la grange. La moitié avant venait d'une antique Ford modèle A, la moitié arrière d'une camionnette avec en guise d'abattant une ancienne bordelle de poulailler. Si l'hiver n'avait pas été trop froid, ils arrivaient en général à le faire démarrer dans leur allée. La cabine n'avait pas de porte, pas de pare-brise non plus. Le siège était à moitié d'un antique sofa récupéré à la décharge publique de Derry. Quant au levier de vitesse, il se terminait par un bouton de porte en verre. Will Hanlon et Mike la poussaient dans l'allée, chacun d'un côté, et la laissaient prendre suffisamment de vitesse. Puis Will bondissait sur le siège, tournait le contact, réglait le retard à l'allumage, enfonçait la pédale d'embrayage et poussait le levier de vitesse en seconde, sa grosse main étreignant le bouton de porte. Sur quoi il rugissait « Allez, mets le paquet !» et relâchait l'embrayage. Le vieux moteur Ford toussait, s'étouffait, pétaradait, explosait. Et parfois se mettait vraiment à tourner, tout d'abord en renaclant, puis de plus en plus régulièrement. Will descendait alors la route jusqu'à la ferme des Rullins. À grand bruit, effectuait son demi-tour dans leur entrée. Il y en avait fait autant dans celle de Butch Powers, le cinglé de Père d'Henri, et il aurait sans doute été accueilli à coups de fusil. Puis il revenait, le moteur toujours grondant comme un bombardier.
torchon et faisant-la dégoûter sans conviction. D'autres fois, il n'y avait aucun moyen de faire partir le camion. Mike attendait alors que son père revienne de la grange, la manivelle à la main et grommelant dans sa barbe. Mike était convaincu qu'il s'agissait de jurons et son père lui faisait alors un peu peur. Ne fût-ce que bien plus tard, pendant l'une de ses interminables visites à l'hôpital où se mourait son père, qu'il découvrit que celui-ci grommelait de peur. Un retour vicieux de manivelle, un jour, lui avait ouvert le coin de la bouche. « Recule-toi, Mike, disait-il en introduisant l'outil dans son logement, à la base du radiateur. Et quand la Ford A tournait enfin. Oui, il disait que l'année suivante, il la changerait pour une Chevrolet, mais il ne le faisait jamais. La vieille Ford hybride restait toujours derrière la maison, dans l'herbe, jusqu'aux essieux. Assis à la place du passager, Mike sentait l'odeur d'huile chaude et de gaz d'échappement, excité par le vent aigu qui s'engouffrait par le pare-brise sans vitre, et pensait « Voilà, c'est le printemps, tout le monde se réveille. » Et dans son âme s'élevait un silencieux cri de joie qui secouait les parois de ce lieu déjà joyeux. Il éprouvait de l'amour pour tout ce qui l'entourait, et plus que tout pour son papa, avec qui avec un sourire lui lançait à pleine voix « Accroche-toi bien, Mike, on va te le pousser, Staco. Tu vas voir courir les volatils. » Il quittait alors l'allée. Les roues arrière soulevaient des gerbes de boue noire ou des mottes grises d'argile, et toutes étaient ballottées dans tous les sens sur le demi-sofa de la cabine, ce qui les faisait rire comme des fous. Oui, il prenait soit la direction du champ de derrière, où poussait du foin, soit le champ sud, pommes de terre, soit le champ ouest, maïs et haricots, soit le champ est, bois, melon et citrouille. À leur arrivée, les oiseaux jaillissaient devant le véhicule avec des pépiments de terreur. Ils levèrent une fois une perdrix, un oiseau magnifique au plumage du même brun que les chênes en automne, le ronflement explosif de ses ailes restant inaudible par-dessus le bruit du moteur. Ces balades étaient pour Mike les portes qui donnaient sur le printemps. L'année de travail commençait avec la récolte de rochers. Pendant toute une semaine, il partait avec la vieille Ford et chargeait le plateau de blocs qui aurait pu casser un soc de charrue au moment du labour. La camionnette s'emboutait parfois dans la terre humide du printemps et où il grommelait d'un ton sinistre dans sa barbe. Encore des jurons, soupçonnait Mike. Il connaissait certains mots, certaines expressions, d'autres comme fils de prostituée l'intriguaient. Il était tombé sur ce mot dans la Bible, et s'il avait bien compris, une prostituée était une femme qui venait de Babylone. Il avait envisagé de poser la question à son père un jour, mais comme la Ford était dans la boue jusqu'au ressort, et que des nuées orageuses parcouraient le front de Will, il avait préféré attendre un moment plus favorable. Il avait fini par interroger Richie Dossier, qui lui avait répondu que son père, à lui avait expliqué qu'une prostituée était une femme que l'on payait pour avoir des relations sexuelles avec elle. « C'est quoi des relations sexuelles ?» avait demandé Mike, et Richie l'avait laissé en plan en se prenant la tête à deux mains. Une fois, Mike avait demandé à son père comment il se faisait qu'il eût encore des rochers alors qu'ils en avaient enlevé en avril dernier. Il se trouvait à l'endroit où il les déversait au coucher du soleil, le dernier jour de la récolte des pierres. Un chemin de terre battue reliait l'extrémité du champ ouest à cette ravine, près des rives de la Kentucky, qui commençait à se remplir de tous les rochers qu'avec les ans où il avait retiré de ses champs. Le regard perdu sur cet amas de pierres, sous lequel il le savait, pourrissait les souches qu'il avait dû enlever une à une avant de pouvoir cultiver sa terre, où il avait allumé une cigarette et répondu « Mon père me disait souvent que Dieu aimait les rochers, les mouches, les chiens dents et les pauvres gens plus que tout le reste de sa création, et que c'était pour ça
reviennent chaque année. Ouais, on dirait bien. Je ne vois pas d'autre explication possible. Un grèbe poussa son cri plaintif sur l'autre rive de la Kentucky. L'eau avait pris une nuance rouge, orangée, profonde avec le crépuscule. Ce cri exprimait la solitude, une solitude telle que Mike en eut la chair de poule. Je t'aime, papa, dit-il soudain, éprouvant cet amour avec tant de force que des larmes vinrent lui picoter les yeux. Tiens, moi aussi je t'aime, Mike, répondit son père en le serrant dans ses bras puissants. La rude flanelle de sa chemise vint frotter la joue de l'enfant. Et qu'est-ce que tu dirais si on rentrait à la maison maintenant? Nous aurons tout juste le temps de nous prendre un bon bain chaud, un bon bain chacun, avant que ta mère appelle à la soupe. Bien dit, bandit toi-même, rétorqua Mike Hanlon. Et père et fils éclatèrent de rire, se sentant fatigués, mais bien, bras et jambes courbattus, mais pas trop douloureux, les mains rugueuses du contact des rochers, mais ne leur faisant pas trop mal. C'est le printemps, pensa Mike ce soir-là, alors que la somnolence le gagnait dans sa chambre, pendant que, dans l'autre pièce, ses parents regardaient lune de miel. C'est le printemps, merci mon Dieu, merci infiniment. Et tandis qu'il se tournait pour dormir, s'enfonçant déjà dans le sommeil, il entendit de nouveau l'appel du grèbe qui, de son marais lointain, venait hanter les désirs de ses rêves. Le printemps était une période d'activité, mais aussi une période agréable. Une fois terminée la collecte des pierres, où il remisait la Ford A dans les Hautes-Herbes, derrière la maison, et sortait le tracteur de la grange, la herse en attelage, où il conduisait, et Mike se tenait sur la herse, ou marchait à côté, pour ramasser les pierres qu'il trouvait encore. Puis venaient les semailles qui suivaient les travaux d'été, pinés, sarclés, pinés, sarclés. Sa mère rapetissait Larry, Moe et Curly, leurs trois épouvantails, et son père posait un sifflet à oignons sur leur tête. Ce n'était qu'une vieille boîte de conserve avec une cordelette cirée tendue au milieu, et qui, avec le vent, produisait un son merveilleusement inquiétant et génial. Les oiseaux pilleurs des champs ne tardaient pas à se rendre compte qu'ils n'avaient rien à craindre de Larry, Moe et Curly. Mais le sifflet à orignaux les faisait régulièrement fuir. Dès le mois de juillet, les récoltes commençaient en sus du pinage et du sarclage. Les pois et les radis tout d'abord, puis les laitues et les tomates venus en semis et repiqués, puis le maïs et les haricots en août, puis encore du maïs et des haricots en septembre, avec les citrouilles et les courges. Quelque part au milieu de tout ça, arrivaient les pommes de terre nouvelles. Après quoi, alors que raccourcissaient les jours et que l'air devenait vif, Mike et son père rentraient les sifflets à orignaux, lesquels avaient tendance à disparaître au cours de l'hiver. Le jour suivant, Will appelait Norman Sadler, qui était aussi stupide que son fils Moose, mais d'infiniment meilleure composition, qui venait peu après avec sa machine à cueillir les pommes de terre. Pendant les 3 semaines suivantes, tout le monde se mettait à la récolte des pommes de terre, en plus de la famille. Will engageait 3 ou 4 lycéens qu'il payait 25 cents le baril. La Ford a patrouillé le champ sud, le plus grand, toujours en première, l'abattant arrière abaissé, le plateau couvert de barils sur lesquels figuraient les noms des ramasseurs. À la fin de la journée, Will ouvrait son vieux portefeuille tout plissé et payait à chacun des cueilleurs en liquide. Mike était payé, ainsi que sa mère. Cet argent leur appartenait, et jamais Will Hanlon ne leur en demanda compte. Mike avait reçu 5% des revenus de la ferme à l'âge de 5 ans, âge auquel lui avait dit alors son père. Il était assez grand pour faire la différence entre du chien-dent et un blanc de petit pois. Il recevait chaque année 1% de plus, et chaque année, après Thanksgiving, en octobre, où il calculait les profits de la ferme et en déduisait la part de Mike. Mais Mike ne voyait jamais là
était sur un compte pour ses études, et en aucun cas on ne devait y toucher. Venait enfin le jour où Normie Sadler repartait avec sa machine. L'atmosphère était déjà grise et froide, et de la gelée blanche le matin recouvrait les citrouilles oranges empilées sur le côté de la grange. Mike se tenait devant la porte de la cour, main dans les poches, et regardait son père remiser d'abord le tracteur, puis la Ford A dans la grange. Et il se disait: voilà, nous sommes prêts à dormir de nouveau. Le printemps évanoui, l'été enfui, les récoltes terminées. Ne restait plus que le croupion de l'automne, arbres effeuillés, sol gelé, de la dentelle de glace le long des berges de la Kentucky. Dans les champs, des corbeaux se posaient de temps en temps sur les épaules de Mo, Larry et Curly, et restaient perchés tant qu'ils voulaient. Sans voix, les épouvantails étaient inoffensifs. L'idée qu'une autre année se finissait ne concernait cependant pas exactement Mike. À 9-10 ans, on est encore trop jeune pour y voir une métaphore de la mort, car il anticipait bien des plaisirs, des parties de luge dans Macaron Park, du patinage, des batailles de boules de neige, la construction de bons hommes de neige. Il faudrait aussi penser à une expédition à raquettes avec son père, à la recherche d'un arbre de Noël, et il pourrait rêver à ces skis de fond qu'il aurait peut-être en cadeau. L'hiver avait ses bons côtés, mais voir son père rentrer la Ford A dans la grange, évanouir le printemps, enfuir l'été, terminer les récoltes, le rendait toujours mélancolique. Comme le rendaient mélancolique les escadrilles d'oiseaux en route vers le sud pour l'hiver, où une certaine lumière oblique au point qu'il éprouvait l'envie de pleurer sans raison. Nous sommes prêts à dormir de nouveau. Il n'était cependant pas victime d'un cercle infernal, école corvée. Will Allen répétait souvent à sa femme qu'un garçon devait avoir le temps d'aller pêcher à la ligne. Lorsque Mike revenait de l'école, il posait ses livres sur la télé dans le séjour, se faisait ensuite un petit festin à son goût, avec une préférence marquée pour les sandwichs au beurre de cacahuètes et aux oignons, ce qui horrifiait sa mère, et prenait enfin connaissance du mot que lui avait laissé son père, dans lequel il lui disait où il se trouvait, ce que lui, Mike, devait faire, quelle rangée de légumes sarclés ou cueillir, les produits à retourner, la grange à balayer, et ainsi de suite. Mais au moins un jour ouvrable par semaine, parfois deux, il n'y avait aucun message, et ce jour-là, Mike allait à la pêche, au moins métaphoriquement. C'était les meilleures journées. Il n'avait pas à se rendre dans un endroit particulier, et rien, donc, ne le pressait. De temps en temps, son père lui laissait un autre type de message. Va à Old Cape et observe les rails des tramways, par exemple. Mike se rendait à Old Cape, trouvait les rues où l'on n'avait pas enlevé les rails, étudiait attentivement ces derniers et s'émerveillait à l'idée de trains ayant circulé au milieu des rues. Ils en parlaient tous les deux le soir, et son père lui montrait de vieilles photos de son album sur Terry, où l'on voyait fonctionner les trams avec leurs cannes marrantes qui allaient du toit jusqu'au fil électrique, et leur publicité pour des cigarettes sur le côté. Un autre jour, Will avait envoyé Mike à Memorial Park, là où s'élève le château d'eau, observer les oiseaux dans le vin qu'on leur avait construit. Il était aussi allé voir, avec son père cette fois, l'abominable machine que le chef Porton avait trouvée dans un grenier au tribunal. On appelait ce gadget la chaise à clochard. Elle était en fer, avec des menottes soudées aux bras et aux pieds, des protubérances arrondies saillaient du dossier et du siège. L'engin rappelait à Mike une photo vue dans un livre, celle de
échouait à Terry. Les bosses rendaient bien la chaise inconfortable et l'immobilisation des poignets et des chevilles limitait étroitement les mouvements. Cependant, tu n'es qu'un gosse, fit Burton en riant. Combien pèses-tu 30-35 kilos. La plupart des vagues que le chef Sully a installées là-dessus autrefois devaient bien peser le double. Il commençait à ne plus se sentir très bien. Au bout d'une heure, à peu près. Plus bien du tout au bout de 2 ou 3 heures. Et très mal au bout de 5. Ils se mettaient à gueuler au bout de 7 ou 8 heures. Et presque tous pleuraient après 16 ou 17 heures. Et quand ils avaient fini leurs 24 heures de chaise, ils ne demandaient qu'à jurer devant Dieu et les hommes qu'ils feraient un grand détour pour éviter Delhi lors de leur prochain passage en Nouvelle-Angleterre. À ma connaissance, on ne les revoyait presque jamais. 24 heures sur la chaise à clochard avaient un immense effet persuasif. Il eut soudain l'impression que les protubérances du siège s'étaient multipliées et lui pénétraient plus profondément dans les fesses, le dos et même la nuque. « Est-ce que je peux sortir, s'il vous plaît ?» avait-il demandé, ce qui avait de nouveau fait rire Burton. Il y eut un bref instant de panique, pendant lequel Mike se dit que Burton allait lui agiter ses clés sous le nez et lui répondre « Bien sûr, je vais te faire sortir dans 24 heures. » « Pourquoi tu m'as amené voir la chaise, papa ?» demanda-t-il sur le chemin du retour. « Tu le sauras quand tu seras plus grand. Tu n'aimes pas beaucoup Burton ?» « Non, » avait répondu Will d'un ton si sec que Mike n'avait pas insisté. Mais la plupart du temps, Mike prenait plaisir à se rendre là où son père l'envoyait, et à 10 ans, il partageait déjà son intérêt pour les différentes strates de l'histoire de Derry, en regardant de près les cailloux qui tapissaient le bain des oiseaux du parc ou les reins du tram d'Olcap. Il avait éprouvé le sentiment aigu du passage du temps, un temps qui possédait une réalité palpable, un poids invisible semblable à celui des rayons du soleil. Certains de ses camarades d'école avaient ri lorsque mademoiselle Gringus leur avait expliqué cela, mais Mike était resté trop interloqué à cette idée pour rire. Sa première pensée avait été « La lumière a un poids. Oh Seigneur, mais c'est terrible !» Un temps qui était quelque chose qui finirait par l'engloutir. Le premier message ainsi laissé par son père en ce printemps 1958 avait été griffonné au dos d'une enveloppe glissée sous la salière. Une douceur merveilleuse, toute printanière, avait poussé sa mère à ouvrir en grand les fenêtres de la maison. « Pas de corvée, si tu veux, va d'un coup de vélo à Pasture Road. Tu verras dans le champ à ta gauche des murs écroulés et de vieilles machines abandonnées. Jette un coup d'œil, ramène un souvenir. Surtout, ne t'approche pas du trou du sol. Sois de retour avant la nuit. Tu sais pourquoi. » Mike le savait. Il dit à sa mère où il allait, et elle fronça les sourcils. « Pourquoi n'irais-tu pas voir si Randy Robinson ne veut pas venir avec toi ?»« Ouais, d'accord, je m'arrêterai pour lui demander. » Ce qu'il fit, mais Randy était parti pour Bangor avec son père pour vendre des semis de pommes de terre. Mike se rendit donc seul jusqu'à Pasture Road. C'était une bonne balade, plus de 6 kilomètres. Mike constata qu'il était 3 heures lorsqu'il appuya sa bicyclette contre une vieille palissade en bois sur la gauche de la route et passa dans le champ au-delà. Il aurait environ 1 heure pour explorer l'endroit, puis il devrait rentrer. D'habitude, sa mère gardait son calme du moment qu'il était là, à 6 heures pour passer à table, mais un incident mémorable lui avait appris que ce n'était pas le cas cette année. Il était arrivé en retard et elle avait presque fait une crise d'hystérie. Elle s'était jetée sur lui, un torchon à la main, en s'en servant comme d'un fouet, et il était resté bouche bée dans l'entrée, le panier d'osier avec la douille d'arc-en-ciel à ses pieds. « Ne me fiche plus jamais la frousse comme ça !» cria-t-elle. « T'entends ? Plus jamais, plus jamais !» Chaque jamais avait été ponctué par un coup de torchon.
instruction à coup de torchon avait suffi. À la maison, avant le soir. Oui, madame, c'est compris. Il traversa le champ en direction des ruines titanesques qui s'élevaient au milieu. Il s'agissait bien entendu de tout ce qui restait des aciéries Kitchener. Il était souvent passé devant à bicyclette, mais n'avait jamais envisagé de les explorer et n'avait jamais entendu un de ses camarades dire qu'il l'avait fait. Penché sur un tas de briques qui formaient un cairn grossier pour l'examiner, il croyait maintenant comprendre pourquoi. Le champ était éclatant de lumière sous un grand soleil de printemps, avec un pan d'ombre le traversant lentement dans un nuage quand un nuage se présentait. Mais l'endroit n'en avait pas moins quelque chose d'inquiétant et mystérieux. Il régnait un silence lourd, rompu seulement par le vent. Il se sentait comme un explorateur qui vient de découvrir les derniers vestiges d'une fabuleuse cité perdue. Un peu sur sa droite s'allongeait un pan d'un cylindre massif en briques. Il courut à travers la prairie. C'était la cheminée principale de l'usine. Il jeta un coup d'œil dans son ouverture et un frisson glacé remonta son dos. Elle était assez vaste pour que quelqu'un puisse y tenir, mais il n'éprouva aucune envie d'y pénétrer. Dieu seul savait quelle saleté s'y trouvait encore, accrochée au revêtement de briques couverts de suie, à moins que quelque bestiole y ait élu de résidence. Puis une rafale de vent produisait un son surnaturel en s'engouffrant dans l'ouverture de la cheminée effondrée, qui lui rappela celui des cordes cirées des sifflets à orignaux de son père. Il recula nerveusement à la soudaine évocation du film qu'il avait regardé hier soir avec lui à la télé. Rodan. Sur le moment, il s'était rudement bien amusé. Son père riant et criant « Vise moi l'oiseau !» à chaque apparition de Rodan, imité sur un ton aigu par Mike, jusqu'à ce que leur mère, passant une tête à la porte, leur eût intimé de faire moins de bruit. Mais maintenant, ça lui paraissait moins drôle. Dans le film, Rodan avait été arraché aux entrailles de la terre par des mineurs japonais en train de creuser le tunnel le plus profond du monde. Devant se conduit tout noir s'étalant de tout son long. Il n'était que trop facile d'imaginer l'oiseau accroupi à l'autre bout, ses ailes membraneuses de chauve-souris repliées sur le dos, fixant de ses yeux cerclés d'or la bouille de ce petit garçon dans les ténèbres. Avec un frisson, Mike s'écarta. Il s'éloigna de la cheminée, dont le fût couché était à moitié enfoncé dans le sol. Mais comme le terrain montait légèrement, une impulsion le poussa à monter dessus. De là, elle était beaucoup moins impressionnante avec ses briques que venait chauffer le soleil. Il resta un instant assis avant de se lever et d'avancer bras écartés. Le chemin bombé sur lequel il se trouvait était en fait bien assez large, mais il jouait au danseur de cordes dans un cirque, prenant plaisir à sentir le vent emmêler ses cheveux. À l'autre bout, il sauta à terre et entreprit l'examen de ce qui traînait. Encore des briques, des moules tordus, des morceaux de bois, des pièces métalliques rouillées. Ramène un souvenir, précisait le mot de son père. Il voulait quelque chose de bien. Il se rapprocha en zigzagant de la cavité qui donnait sur le sous-sol de l'usine, examinant les débris, non sans prendre garde à ne pas se couper sur les fragments de verre, très nombreux à cet endroit. Mike n'avait pas pris à la légère l'avertissement de son père de rester à l'écart du trou. Il savait qu'un terrible accident s'était produit ici une 50aine d'années auparavant. S'il était un seul lieu hanté à Derry, croyait-il, ce ne pouvait être que celui-ci. Mais en dépit de cela, ou à cause de cela, il était bien déterminé à ne pas repartir sans trouver un objet vraiment bien à ramener à son père. Il avança lentement et avec précaution, à proximité du trou qu'il se mit à longer. Mais une voix intérieure l'avertit dans un murmure qu'il en était trop près qu'un versant à fouiller.
passa par-dessus et si jamais je trouve un crâne, se dit-il soudain. Le crâne de l'un de ces gosses qui ont été tués pendant qu'ils cherchaient des œufs de Pâques en chocolat en 1900, je ne sais plus combien. Il parcourut des yeux le champ vide, aveuglant de lumière, désagréablement choqué à cette idée. À son oreille, le vent susurrait une note grave de coquillage, et une ombre vint traverser silencieusement le champ, comme si passait une chauve-souris géante ou un immense oiseau. Il fut de nouveau frappé par le calme qui régnait là, et par l'étrangeté de ce champ, avec ses piles de maçonnerie éparpillées et ses cases métalliques échouées, penchant d'un côté ou de l'autre. On aurait dit qu'une épouvantable bataille avait eu lieu ici, il y avait très longtemps. Arrête de faire l'idiot, se répondit-il à lui-même, mal à l'aise. Ils ont trouvé tout ce qu'il y avait à trouver il y a 50 ans, après l'accident. Sinon, un autre gosse ou un adulte l'aurait trouvé depuis le temps. Tu ne t'imagines tout de même pas que tu es la seule personne à être venue ici, à la chasse aux souvenirs. Non, bien sûr, je ne le crois pas, mais... Mais quoi? Fit impérativement le côté rationnel de son esprit, qui parut à Mike s'exprimer un peu trop fort et un peu trop vite. Même s'il y avait quelque chose à trouver, ce serait décomposé depuis longtemps. Alors quoi? Dans les herbes, Mike trouva les restes éclatés d'un tiroir de bureau. Il jeta un coup d'œil dessus, le rejeta et se rapprocha insensiblement du trou où les débris étaient plus fournis. Il allait bien trouver quelque chose là-dedans. Et s'il y avait des fantômes? Encore ainsi. Et s'il y voyait apparaître des mains sur le rebord du trou? Et s'ils se mettaient à revenir, les gosses, dans ce qui restait de leurs habits du dimanche, des habits tout pourris et déchirés, usés par 50 ans de boue de printemps, de pluie et de neige d'hiver. Des gosses sans tête. Il avait entendu dire à l'école qu'après l'explosion, une femme avait trouvé la tête de l'une des victimes dans un arbre au fond de son jardin. Des gosses sans jambes, des gosses le ventre ouvert comme des poissons, des gosses comme moi qui voudraient peut-être descendre là-dedans et jouer, là où c'est sombre, sous les poutrelles de fer penché, sous les grandes roues dentées rouillées. Oh, arrête ça, pour l'amour du ciel! Mais il ne put réprimer le frisson qui lui parcourut de bas en haut le dos, et décida qu'il était grand temps de ramasser quelque chose, n'importe quoi, et de se barrer ici. Il se baisa, et presque au hasard s'empara d'une roue dentée d'environ 20 centimètres de diamètre. À l'aide du crayon qu'il avait toujours sur lui, il chassa rapidement la terre prise entre les dents, puis glissa le souvenir dans sa poche. Il pouvait partir maintenant. Oui. Mais ses pieds se dirigeaient dans la mauvaise direction, vers le trou du sous-sol. Il se rendit compte avec un sentiment lugubre d'horreur qu'il éprouvait le besoin de regarder à l'intérieur. Il lui fallait voir. Il s'agrippa à une poutre spongieuse qui dépassait du sol selon un angle incliné et assis vers l'avant dans son effort pour apercevoir le fond. Impossible. Il était encore à 5 mètres du rebord, beaucoup trop loin pour ça. Peu importe que je vois ou non le fond, je m'en retourne tout de suite. J'ai mon souvenir, pas besoin de regarder dans ce vieux trou dégueulasse. D'ailleurs, papa m'a dit de ne pas m'en approcher. Mais il n'arrivait pas à se débarrasser de la curiosité inquiète et fiévreuse qui s'était emparée de lui. Il avança pas à pas, mal à l'aise, conscient qu'il n'aurait plus rien à quoi se raccrocher une fois que la poutre serait hors de portée, conscient aussi que le sol sous ses pieds était effectivement un peu solide et friable. Il apercevait des dépressions le long du bord, comme des tombes effondrées, et comprit qu'il y avait des filles en dessous autrefois. Le cœur battant sur le rythme brutal d'un soldat marchant au pas, il atteignit le bord et regarda en bas. Niché au fond du trou, l'oiseau leva la tête. Sur le coup, Mike ne fut pas sûr de voir ce qu'il voyait. Tout le système nerveux assurant la communication de son corps fut comme paralysé, y compris au niveau qui véhiculait la pensée.
sous ses pieds. Il entendit le bruit de racines peu profondes qui cassaient et comprit qu'il allait tomber. Il se rejeta en arrière avec un cri, moulinant des bras pour conserver l'équilibre. Il n'y arriva pas et vint heurter lourdement le sol couvert de débris. Un dur morceau de métal rouillé lui rentra douloureusement dans le dos et il eut le temps de penser à la chaise à clochard avant d'entendre le ronflement violent des ailes de l'oiseau. Il se mit précipitamment à genoux, rampa, regardant en même temps par-dessus son épaule. Il le vit s'élever du trou. Ses serres écailleuses avaient une couleur orangée atténuée. Ses ailes, qui lui donnaient une envergure d'environ 7 mètres, faisaient voler le foin desséché dans tous les sens, comme le vent que soulèvent les pales d'un hélicoptère. Il lança un cri comme un bourdonnement plein de craquements, tandis que quelques plumes retombaient de ses ailes en tournoyant. Mike se retrouva sur ses pieds et se mit à courir. Il fonçait dans le champ sans regarder derrière lui, bien trop épouvanté pour oser se retourner. L'oiseau ne ressemblait pas à Rodan, mais il sentait que c'était le même esprit qui venait de jaillir de la fosse des Assyri Kitchener, comme un diable de sa boîte. Il trébucha, mit un genou à terre, se releva et repartit. Le craquement bourdonnant se reproduisit. Une ombre le recouvrit, et il fit la chose quand il leva les yeux. Elle venait de passer à moins de 3 mètres de sa tête. Son bec, d'un jaune sale, s'ouvrait et se refermait et révélait son intérieur rosé. Il vira pour revenir sur Mike. Le vent de ses ailes tourbillonna autour du garçon, chargé d'une désagréable odeur sèche, poussière de grenier, vieillerie morte, coussin pourri. Il obliqua à gauche et aperçut de nouveau la cheminée effondrée. Il poussa un sprint désespéré jusque-là, les bras comme 2 pistons emballés contre ses côtes. L'oiseau craqueta et il eut un bruit de froissement d'ailes, comme des voiles qui vacillent. Quelque chose le heurta à la nuque. Une langue de feu en monta, s'étendant partout, tandis que du sang commençait à couler dans le col de sa chemise. L'oiseau vira de nouveau, avec l'intention de le cueillir dans ses serres et de l'emporter comme un faucon emporte un mulot, pour le ramener dans son nid et le dévorer. Comme il piquait sur lui, sans le quitter un instant de son œil noir, horriblement vivant, Mike obliqua de nouveau, sèchement. L'oiseau le manqua de peu. L'odeur poussiéreuse de ses ailes était étouffante, insupportable. Il courait maintenant le long de la partie intacte de la cheminée. La vitesse brouillait les briques. Déjà, il voyait l'endroit où se trouvait le trou. S'il pouvait faire un crochet à gauche et s'y glisser, il serait peut-être tiré d'affaire, car l'oiseau lui paraissait trop gros pour y pénétrer à sa suite. Il faillit bien ne pas y arriver. Le rapace fonçait de nouveau sur lui dans de grands battements d'ailes qui soulevaient un véritable ouragan. Ses serres écailleuses tendues vers lui. Il poussa encore son cri, et cette fois, Mike crut y discerner une note de triomphe. Il enfonça la tête dans ses épaules et leva un bras qui cherchait à frapper. Les serres se refermèrent, et pendant quelques instants, l'oiseau le tint par l'avant-bras. L'étreinte était celle de doigts d'une force phénoménale qui se terminerait par des ongles acérés. Il mordait comme des gros. Les ailes faisaient un bruit de tonnerre dans ses oreilles, et il n'y avait qu'à peine conscience de la pluie de plumes qui tombait autour de lui et caressait ses joues de baisers de fantôme. Puis l'oiseau s'éleva, et pendant un instant, Mike se sentit soulevé, mis debout, tiré sur la pointe des pieds. Durant une seconde à glacer le sang, il se rendit compte que la pointe de ses baskets perdait contact avec le sol. « Lâche-moi !» hurla-t-il, donnant un mouvement de torsion à son bras. La serre le retint un instant encore, puis la manche de sa chemise se déchira. Il retomba lourdement. L'oiseau protesta aigrement. Mike reprit sa course, fonçant au milieu des plumes de la queue de l'oiseau, l'odeur sèche l'étouffant à moitié.
fonction de la taille de l'oiseau ou de l'ouverture de la cheminée, il venait de se suicider aussi sûrement que s'il avait placé le canon de fusil de son père dans sa bouche et appuyé sur la détente. Il n'y avait aucune issue. Ce n'était qu'un tuyau, un cul-de-sac. L'autre bout de la cheminée était enfoui dans le sol. L'oiseau cria de nouveau, et soudain la lumière, à l'extrémité de la cheminée, disparut comme il se posait à l'extérieur sur le sol. Il voyait ses pattes écailleuses aussi grosses que des mollets d'homme. Puis le rapace baissa la tête et regarda dans le conduit. Mike se retrouva en train de contempler les yeux couleur de goudron, frais, brillants, à l'iris cerclé d'or. Il ouvrait et refermait son bec régulièrement, avec à chaque fois un claquement sec, semblable à celui de dents qui s'entrechoquent. Son bec est effilé, très effilé. Je savais que Zozo possédait un bec pointu, mais je n'y avais jamais fait attention, se dit-il. Nouveau craquettement. Il résonna si fort dans le conduit de briques que Mike se boucha les oreilles avec les mains. L'oiseau entreprit alors de forcer l'ouverture de la cheminée. Non, cria Mike, ce n'est pas possible. La lumière se mit à baisser au fur et à mesure que le rapace s'infiltrait un peu plus dans le conduit. Oh Seigneur, comment ai-je pu oublier qu'un oiseau était surtout fait de plumes? Comment ai-je oublié qu'il pouvait se comprimer? La lumière baissa, puis plus rien. Plongé dans des ténèbres absolues, étouffé par la suffocante odeur de grenier, il n'entendait plus qu'un bruit de plumes froissées. Mike se laissa tomber à genoux et commença de fouiller à tâtons le sol incurvé. Il tomba sur un fragment de brique dont les bords aigus étaient couverts de ce qui lui parut être, au toucher, de la mousse. Il tendit le bras en arrière et le lança. Il y eut un bruit sourd et l'oiseau poussa son cri craquetant. Sors d'ici, hurla Mike. Quelques instants de silence suivirent, puis le froissement d'ailes recommença. L'oiseau reprenait sa progression dans le conduit. Mike explora fébrilement le sol, trouva d'autres morceaux de briques et commença à les lancer un à un. Après un coup mat contre l'oiseau, il rebondissait bruyamment contre la paroi de la cheminée. Mon Dieu, je vous en supplie, mon Dieu, je vous en supplie, mon Dieu, je vous en supplie, pensait Mike de manière incohérente. Il lui vint à l'esprit de battre en retraite dans le conduit de la cheminée. Il était rentré par ce qui constituait en fait la partie inférieure. On pouvait donc logiquement penser qu'il allait, en se rétrécissant. Il pouvait certes battre ainsi en retraite, et avec un peu de chance atteindre un point jusqu'où l'oiseau ne pourrait se glisser. Mais si le rapace restait coincé, dans ce cas, ils mourraient tous les deux là-dedans, l'oiseau et lui. Ils mourraient et se décomposeraient dans le noir. Mon Dieu, je vous en supplie, hurla-t-il sans se rendre compte qu'il le faisait. Il lança un autre fragment de brique, avec plus de puissance cette fois, ressentant, comme il l'expliqua beaucoup plus tard aux autres, l'impression que quelqu'un s'était trouvé derrière lui à cet instant et avait donné une formidable accélération à son bras. Il n'y eut pas le bruit mat de l'impact sur les plumes, ce coup-ci, mais un son d'éclaboussement, comme ferait la main d'un enfant écrasant dans son assiette de purée. Ce fut un cri de douleur et non pas de colère que poussa cette fois l'oiseau. Le ronflement sinistre de ses ailes remplit le conduit de cheminée. Un ouragan d'air empuanti fonça sur Mike, agitant ses vêtements. Il toussa, à moitié étouffé, et battit en retraite au milieu d'une pluie de mousse et de débris légers. La lumière réapparut, faible et grise tout d'abord, puis de plus en plus éclatante au fur et à mesure que l'oiseau dégageait l'entrée. Mike éclata en sanglots, se remit à genoux et entreprit frénétiquement de rassembler les morceaux de briques. Sans réfléchir, il courut vers l'issue, les mains pleines de fragments, couverts de mousse gris-bleu et de lichen comme des pierres tombales. Il le voyait maintenant, et ne s'arrêta que lorsqu'il en fut tout près. Il fallait empêcher l'oiseau d'y rentrer de nouveau. Il s'accroupit, en redressant la tête à la manière d'un perroquet sur son perchoir, et vit où avait porté son dernier coup. L'oiseau n'avait pratiquement plus d'œil droit. À la place du globule lisse de goudron frais, il y avait un cratère sanguinolent. Un liquide épais, grisâtre, s'accumulait au coin de son orbite avant de s'écouler le long de son bec. De minuscules
surface était aussi craquelée que celle d'une coulée volcanique qui vient juste de se refroidir. Et sur cette langue, comme autant de bourres d'arbres qui auraient temporairement pris racine dessus, était posé un certain nombre de bonbons oranges. Mike jeta son dernier fragment dans cette gorge béante, et l'oiseau battit de nouveau en retraite, avec des cris de frustration, de colère et de douleur. Pendant un instant, Mike ne vit plus que ses serres, puis il y eut un bruit d'ailes et il disparut. Un moment plus tard, il entendit le son cliquetant des serres sur la brique au-dessus de lui. Il leva le visage, un visage qui avait pris une couleur gris-brun sous la pluie de débris, de poussière, de boue et de lichen que lui avait jeté le système de ventilation de l'oiseau, et où les seuls endroits clairs étaient ceux qu'avaient nettoyés les larmes de l'enfant. L'oiseau faisait les 100 pas au-dessus de sa tête. Tac, 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 tac. Mike recula dans le conduit et recueillit d'autres fragments de briques qu'il empila aussi près de l'orifice qu'il osa. Si la chose revenait, il voulait pouvoir les lui lancer à bout portant. Dehors, il faisait toujours grand jour, on était en mai, et la nuit ne tombait que tard, mais l'oiseau déciderait peut-être d'attendre. Mike déglutit et eut l'impression de sentir les parois desséchées de sa gorge frotter l'une contre l'autre. Tac, 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 tac. Il y avait une solide réserve de munitions maintenant. Dans la pénombre du conduit, un peu en deçà de l'endroit où le soleil découpait une tache échancrée de lumière, on aurait dit une pile faite de vaisselle brisée. Mike se frotta les mains contre les jambes de son pantalon et attendit de voir la tournure qu'allaient prendre les événements. Du temps s'écoula, 5 ou 20 minutes, il n'aurait su dire. Il n'avait conscience que d'une chose, l'oiseau faisait les 100 pas comme un insomniaque debout à 3 heures du matin. Puis il y eut de nouveau ce grand battement d'ailes. L'oiseau se posa devant l'ouverture de la cheminée. À genoux, juste à côté de sa réserve de briques, Mike commença à expédier ses missiles, avant même qu'il eût le temps de présenter sa tête. L'un d'eux atteignit à la patte, un filet de sang se mit à couler, presque aussi noir que son œil. Mike poussa un cri de triomphe, un son menu qui se perdit dans le craquement de rage trompettant de l'oiseau. « Va-t'en d'ici !» cria Mike. « Je vais continuer de t'en lancer tant que tu ne partiras pas, je te le jure devant Dieu. » L'oiseau s'envola et vint reprendre sa garde sur le dessus de la cheminée. Mike attendit. Finalement, le bruit d'ailes se fit entendre encore une fois, et Mike se prépara à voir réapparaître les pattes de poule géantes. Mais rien ne vint. Il attendit encore, convaincu qu'il devait s'agir d'un piège, jusqu'au moment où il se dit que ce n'était pas pour cette raison qu'il ne bougeait pas. Il avait peur de sortir. Il redoutait de quitter la sécurité relative de ce terrier. Ne te laisse pas impressionner comme ça, tu n'es pas un vulgaire lapin. Il se mit des morceaux de briques dans sa chemise et en prit autant qu'il le put dans ses mains. Il sortit du conduit, essayant de regarder partout à la fois, regrettant follement de ne pas avoir des yeux derrière la tête. Il ne vit que le champ qui s'étendait devant lui, avec les débris éparpillés et rouillés de l'explosion qui avait détruit les aciéries Kitchener. Il fit demi-tour, persuadé de se retrouver face à face avec l'oiseau perché sur le rebord de la cheminée, comme un vautour borgne maintenant, attendant que le garçon le voie une dernière fois avant une attaque finale à coups de bec, où il le déchiqueterait et le débioterait jusqu'aux os. Mais l'oiseau avait disparu, définitivement disparu. Les nerfs de Mike lâchèrent. Il poussa un hurlement déchirant de terreur et fonça vers l'antique palissade qui séparait le champ de la route, laissant tomber les fragments de briques qu'il tenait encore. Sa chemise sortit de son pantalon et il perdit presque toutes ses autres munitions. Il bondit par-dessus la palissade en prenant appui d'une seule main, comme Roy Rogers dans un film de cow-boy, saisit sa bicyclette par le guidon et courut en la poussant pendant plus de 10 mètres avant de l'enfourcher. Puis il se mit à pédaler frénétiquement, sans oser jeter un seul coup d'œil en arrière, sans oser ralentir un seul instant, jusqu'à ce qu'il eût atteint le carrefour de Pasture Road et de Outer Main Street, où circulaient de nombreux véhicules. Quand il arriva
changer l'attelage du tracteur. Will observa qu'il avait l'air de s'être roulé dans la poussière. Mike hésita pendant une fraction de seconde, puis dit qu'il était tombé de bicyclette sur le chemin du retour, en voulant éviter un nid de poule. « Tu ne t'es rien cassé au moins ?» demanda Will en examinant son fils des pieds à la tête. « Non, monsieur. Pas d'entorse. Non, non. C'est vrai certain. » Mike acquiesça. « Est-ce que tu t'es ramené un souvenir ?» Mike prit dans sa poche la petite roue dentée et la montra à son père, qui l'examina brièvement et détacha un minuscule débris de brique incrusté dans la main de son fils, juste en dessous du pouce, qui parut l'intéresser davantage. « Ça vient de la vieille cheminée ?» demanda-t-il. Mike acquiesça. « Tu es rentré à l'intérieur ?» Une fois de plus, Mike hocha la tête. « As-tu vu quelque chose de spécial ?» poursuivit Will qui, pour transformer la question en plaisanterie, alors qu'il l'avait posée sérieusement, ajouta « Un trésor enfoui !» Mike esquissa un sourire et secoua la tête. « Bon, ne va pas raconter à ta mère que tu étais allé farfouiller là-dedans. Elle commencerait par me tomber dessus, et ton tour ne tarderait pas à venir. » Il regarda son fils de plus près. « Tu es sûr que ça va, Mike ?»« Quoi ? Je te trouve les traits un peu tirés. Je suppose que c'est la fatigue. N'oublie pas que ça fait dans les 13 ou 14 kilomètres aller-retour. Tu veux que je t'aide avec le tracteur, papa ? Non, je l'ai suffisamment démoli comme ça pour la semaine. Va plutôt te laver. » Mike s'éloigna, mais n'avait fait que quelques pas quand son père le rappela. « Je t'interdis de retourner dans ce coin, dit-il. Du moins, tant que toutes ces histoires n'ont pas été éclaircies et qu'on n'a pas rattrapé le type qui... Tu n'as vu personne là-bas, n'est-ce pas ? Personne ne t'a poursuivi ou ne t'a crié après ? » Je n'ai vu absolument personne, papa. Will alluma une cigarette. Je crois que j'ai eu tort de te dire d'y aller. Un coin abandonné comme celui-là, ça peut être dangereux. Leurs regards se croisèrent brièvement. Entendu, papa. De toute façon, je n'ai aucune envie d'y retourner. Ça faisait un peu peur. Will hocha la tête. Moins t'en diras, mieux ça vaudra. Et maintenant, va te laver. Et dis à ta mère de mettre 2 ou 3 saucisses de plus. Ce que fit Mike. 6. T'occupe pas de ça maintenant, se dit Mike en observant les 2 sillons qui allaient jusqu'au rebord de ciment du canal. T'occupe pas de ça. Il s'agissait peut-être d'un rêve après tout. Et il y avait des taches de sang séchées sur le rebord de béton. Mike les regarda, puis baissa les yeux sur le canal. Les eaux noires s'écoulaient paisiblement. De l'écume jaune sale s'accrochait aux parois, dont elle se détachait parfois pour partir en tourbillons paresseux dans le courant. Pendant un instant, un bref instant, 2 amas de cette écume se rapprochèrent et formèrent comme un visage de gosse, les yeux tournés vers le ciel et plein d'une expression d'épouvante et d'angoisse. Mike connut la respiration coupée. Puis l'écume se dispersa, l'image s'effaça, et il y eut alors un plouf bruyant sur sa droite. Mike tourna vivement la tête avec un geste instinctif de recul et crut deviner quelque chose parmi les ombres, à l'endroit où le canal sortait du tunnel après la traversée du centre-ville. Puis il n'y eut plus rien. Soudain, pris d'un frisson de froid, il retira de sa poche le couteau qu'il avait trouvé dans l'herbe et le jeta dans le canal. Il y eut un autre plouf, petit cette fois, et une vaguelette dont le cercle fut bientôt déformé en pointe par le courant. Puis plus rien. Plus rien, sinon la terreur qui se mit brutalement à le suffoquer et la certitude mortelle qu'il y avait quelque chose à proximité, quelque chose qu'il observait et qui évaluait ses chances, calculait le moment. Il fit demi-tour avec l'idée de revenir en marchant jusqu'à sa bicyclette. Courir aurait été donné à sa peur,
Il fonça jusqu'à la maison aussi vite qu'il put, se demandant pourquoi diable il avait eu l'idée saugrenue de venir ici, ce qui avait bien pu l'attirer. Puis il s'efforça de penser aux corvées qu'il attendait, à toutes les corvées, rien qu'aux corvées, et au bout d'un moment finit par y réussir. Quand il découvrit le titre du journal le lendemain matin, nouvelle disparition d'enfant, la peur revient. Il pensa au couteau de poche qu'il avait jeté dans le canal, le couteau avec les initiales E.C. gravées sur le côté, et au sang